Une foire agro-silvo-pastorale comme principale activité de la semaine régionale du Centre-Nord. Le Conseil régional place l'événement sous le signe de la cohésion sociale et de la résilience. Nous serons à Kaya dans quelques instants sur les pas du président de l'Assemblée nationale. Non loin de Kaya, c'est à Korsimoro que le gouvernement a lancé ce 30 mars l'opération de vente des céréales à prix social. C'est une opération d'envergure nationale avec 200 points de vente ouverts à travers le Burkina Faso pour permettre aux populations vulnérables d'avoir accès aux céréales à moindre coût. Dans l'actualité également, le gouvernement suit de près les travaux de réalisation de la voie de contournement du Grand Ouaga. À ce jour, les travaux sont exécutés à 70%, de quoi satisfaire le ministre des Infrastructures qui était sur le chantier ce mardi. Le point de la visite à suivre dans quelques minutes. Et dans ce journal, il sera aussi question de la lutte contre la cybercriminalité. Dans cette dynamique, le Burkina Faso reçoit du matériel informatique de la CEDEAO pour traquer les cybercriminels. La valeur du matériel est à découvrir dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous prenons donc la direction de Kaya pour les nouvelles de la semaine régionale du Centre-Nord. Cette année, l'événement se tient sous le signe de la cohésion sociale et de la résilience pour un développement durable. Le président de l'Assemblée nationale et quelques membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour encourager les initiateurs et les exposants. Martin Ouedraogo et Jacques Lamissa à Tarpara. Nous refusons de courber les chines, de fléchir malgré l'adversité. Ce sont les mots du député Sayouba Ouedraogo, parrain de la semaine régionale du Centre-Nord. La cérémonie à la place du 11 décembre à Kaya marque le lancement officiel des activités de cette semaine. L'initiative est du Conseil régional du Centre-Nord en vue de donner plus d'espoir aux populations. Un tel rassemblement de populations, en tout cas très important à l'heure actuelle, avec l'insécurité qui règne dans notre région. Donc les populations, il faut faire en sorte que ces populations puissent être encouragées, puissent être soutenues, pour qu'ils sachent qu'en tout cas le gouvernement, l'État est derrière eux. C'est tout ça qui a fait que nous avons organisé cette semaine-là, pour que les gens sachent que le Centre-Nord est fréquentable, que le Centre-Nord, il y a des gens qui vivent, des femmes et des hommes qui vivent, qui luttent une nuit, non seulement pour la sécurité, mais pour le développement. Une des activités phares de la semaine régionale du Centre-Nord est la foire agro-silvo-pastorale. Ici, toutes les potentialités et le savoir-faire des populations sont exposés. Ce marché offre également de nombreuses opportunités d'affaires et la région peut compter sur le soutien du président de l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est une façon d'apporter notre soutien à cette initiative et d'encourager les acteurs, aussi bien au niveau de l'agriculture, de l'élevage qu'au niveau de l'artisanat. Ça permet aussi de mettre en exergue la production régionale. Ça permet aussi de mettre en relation les acteurs, qu'ils soient au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, et ça permet aussi à ceux qui vont venir à cette semaine de voir de quoi est capable la région du Centre-Nord. La semaine régionale du Centre-Nord est à sa 4e édition. Les activités prévues sont entre autres du football, une course cycliste, un cross civilo-militaire et des nuits culturelles. Tout cela sous le signe de la cohésion sociale et du bon vivre ensemble. Dans l'actualité ce soir, si vous êtes un ménage à faible revenu, vous avez l'occasion d'acheter des céréales à prix social. La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire a lancé l'opération de vente ce mardi à Korsimoro dans le Centre-Nord. À travers le pays, ce sont 200 points de vente qui sont ouverts pour permettre aux populations vulnérables de s'approvisionner en céréales à prix social. Gérard Sommet et Nyarkiteda. Les 77 ans bien remplis, la vieille Brigitte Ouedraogo frappe à la porte du point de vente de céréales de Korsimoro. Elle débourse la somme de 6 000 francs CFA contre un sac de 50 kg de maïs. Comme Brigitte, elles sont plusieurs centaines de personnes aux revenus précaires devant le magasin communal de Korsimoro ce jour. Les boutiques témoins de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire reprennent ainsi du service et font du bien selon les populations. Car sur le marché local, la même quantité de maïs est vendue à 11 000 francs CFA. Sur le marché, le maïs nous revient à 22 200 francs le sac de 100 kg, soit 11 100 francs le sac de 50 kg. C'est trop cher par rapport à ici. Nous remercions les autorités pour cette opération qui débute à quelques jours du jeûne. Que Dieu les bénisse.
C'est pour justement alléger cette souffrance et contribuer à la résilience des populations en tout temps et en tout lieu que le gouvernement met en marche l'opération. Cette opération, c'est pour prévenir. C'est pourquoi nous ouvrons ces boutiques-là au cours du mois de mars pour que, au fur et à mesure, nous puissions faire face éventuellement à des situations d'insécurité alimentaire. Le gouvernement a pris l'engagement, à travers le plan de réponse, de pouvoir mettre tous les moyens possibles, les mécanismes pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Dès le chargement, on détermine la quantité approvisionnée à la boutique. Une fois arrivé, il y a le maire avec son conseil municipal qui font la répartition par village, par secteur, et ceux qui connaissent les personnes vulnérables dans leur zone. Et donc, il y a une liste qui sort, et chaque personne vulnérable vient avec sa carte d'identité et qui a droit à un seul sac de 50 kg par mois et à 6 000 francs le sac. Pour l'instant, 200 points de vente sont répartis sur toute l'étendue du territoire national. Ils vont être renforcés selon les besoins. 40 000 tonnes de céréales sont mobilisées avec un coût estimé à 11 milliards de francs CFA. Des femmes enceintes ou des enfants interdits de consommer des œufs, c'est une mentalité qui persiste encore dans certaines sociétés au Burkina Faso. Et c'est un exemple de ce que l'on appelle les interdits alimentaires qui présentent naturellement des conséquences sur la santé. En vue de faire changer les mentalités, le ministère de la Santé a convié les leaders religieux et coutumiers pour un forum sur la nutrition. Alidou Badini et M. Solange Digma. D'après les indicateurs du ministère de la Santé, le taux de prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est toujours élevé. Il est de 24,9% en 2020. D'où ce forum national des leaders coutumiers et religieux sur les interdits alimentaires. Le but, c'est d'accompagner le champion national en nutrition et ses pairs pour la promotion de la nutrition maternelle et infantile. Tout seul, le message ne peut pas aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle nous remercions l'ONG Eleven Drive et le ministère de la Santé qui, à travers ces deux institutions, nous permettent aujourd'hui de rencontrer des leaders coutumiers et religieux qui sont des leaders d'opinion pour donner les meilleurs messages possibles pour changer les mentalités en matière de nutrition. L'enjeu, c'est d'échanger sur les fondements socio-culturels des interdits alimentaires et leur impact dans la nutrition maternelle et infantile. Et les attentes sont nombreuses. Si vous prenez par exemple les œufs, dans certaines coutumes, on vous dira que les œufs c'est interdit pour l'enfant s'il ne va devenir voleur à l'âge adulte. Alors que vous connaissez bien la valeur nutritive de l'œuf. Et donc nous voulons sensibiliser les personnes pour qu'on puisse justement abandonner ces pratiques-là. Nos attentes, c'est que l'ensemble des détenteurs d'enjeux ici présents ce matin puissent partager le même point de vue que le ministère de la Santé et qu'ils puissent nous aider au niveau de la communauté. Par ce forum, le ministère de la Santé veut impliquer davantage les partenaires traditionnels, religieux et les acteurs œuvrant dans le domaine en vue de promouvoir les pratiques optimales de nutrition maternelle et infantile. Autre titre de ce 20h, environ 70%, c'est le taux d'exécution des travaux de construction et de bitumage du boulevard périphérique de Ouagadougou. Ce matin, le ministre des Infrastructures est allé constater et apprécier l'évolution du chantier. L'entreprise, elle, s'engage à livrer à bonne date un ouvrage de qualité. Jean-Eudes Baala, Abdelaziz Yagibou. Un revêtement d'une adhérence plus résistante aux poids et intempéries qui ceinture lentement mais sûrement la ville de Ouagadougou. D'une longueur de 125 km, l'autoroute de contournement de Ouagadougou dans son tronçon reliant la nationale numéro 22 menant à Fada et la RN5 conduisant à Pau est déjà revêtue de béton bitumineux. C'est un ouvrage de type 2x2 voies avec un terre-plein central de 10 mètres. Sur d'autres distances, les engins de génie civil sont en action pour la finalisation des travaux de terrassement et de chaussée. Nous avons des ouvrages, des ponts qui ont été réalisés et nous avons un linéaire très important de bitume qui a été mis en œuvre, et des gras bitumes, de béton bituminé, ainsi que la couche de base.
et nous avons plus de 60% des travaux de terrassement qui ont été faits aussi. Nous sommes à environ 70% de taux d'exécution. Nous avons fait le tour. Nous avons constaté que les travaux de terrassement avancent bien. Nous avons également constaté la construction des ouvrages, des ponts, des dallos. Environ 50% des délais impartis sont déjà consommés et l'entreprise commise à la tâche promet d'arriver à l'heure avec des ouvrages d'une qualité irréprochable. Les travaux finiront dans les délais, sinon avant les délais. Les règles de l'art sont respectées. Et personnellement, j'y veille et je peux dire que ça sera une des meilleures routes du Burkina Faso. L'avancée des bulldozers est par moments freinée par des obstacles tels la complexe question d'indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet. Les personnes donc qu'il faut indemniser, qu'il faut réinstaller, sont très nombreuses. Nous avons également noté avec l'encadrement technique qu'il a été nécessaire de faire des ajustements importants, d'accord, qui vont souvent du simple réaménagement de quantité à la modification des ouvrages, au rehaussement de la ligne rouge. Bref, c'est un projet complexe, mais dont l'exécution, en tout cas, me semble aujourd'hui très bonne. La réalisation de ce boulevard de contournement permettra au schéma directeur d'aménagement de Grand Ouaga de prendre corps, dira le ministre en charge des infrastructures. Autre point de l'actualité, du matériel informatique au profit du ministère en charge de l'économie numérique pour mieux traquer les cybercriminels. Ce matériel a été acquis par la CEDEAO dans le cadre d'un projet de lutte intégrée contre la cybercriminalité. En marge de la remise du matériel ce matin, il a été lancé une campagne de sensibilisation sur la cybercriminalité. Issa Kafando et Draman Guinée. Ainsi, le programme Okowarsi s'implante au Burkina. La traque des cybercriminels gagne en intensité. C'est un projet de la CEDEAO sur financement de l'Union européenne. Le Burkina bénéficie ici d'équipements informatiques de haut niveau et de logiciels d'analyse de données pour renforcer la cybersécurité, des équipements gardés secrets pour plus d'efficacité. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a la formation. Et ensuite, il y a l'aspect politique. Donc, c'est le programme, ça s'appelle Okowarsi, qui regarde l'aspect équipement des pays, l'aspect renforcement des capacités des pays, l'aspect régulation, l'aspect politique régional. Naturellement, ce qu'on a fait aujourd'hui ici, c'est ce qui intéresse le pays individuellement, sa capacité, renforcer sa capacité à faire face à la cybercriminalité. Le Burkina bénéficie ici de plus de 5 milliards de francs CFA étalés sur 4 ans. Les 16 autres pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie, bénéficient aussi du programme. Tous s'engagent, aucun pays ne sera un refuge pour les cybercriminels. Et ce qui est important dans cette démarche, ça permettra d'avoir une sécurité intégrée au niveau donc de la région. Nos pays individuellement, pour prendre en charge les sécurités de façon individuelle n'est pas pertinente. Ce qui est important, c'est d'avoir une sécurité renforcée, une sécurité intégrée au niveau donc de l'espace CEDEAO. Cette remise de matériel marque aussi le lancement de la sensibilisation sur la cybercriminalité. Une pratique qui fait perdre au Burkina plus d'1 milliard de francs CFA par an. À côté de la cybercriminalité, le Burkina Faso est engagé dans le combat contre des phénomènes tels que la fraude et la contrefaçon. Au ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, la lutte contre la falsification des cartes grises et des permis de conduire se fera désormais avec plus d'efficacité. Et ce, grâce à des appareils de contrôle remis ce matin aux forces de défense et de sécurité. Nous voyons cela avec Roger Kam et Estelle Judith Assorba. Depuis le lancement des nouvelles cartes grises et des permis de conduire le 9 juillet 2019, la question qui talonne les autorités en charge des transports est comment arriver à vérifier l'authenticité de ces documents en temps réel par les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, cette préoccupation relève du passé. Le ministre Vincent Dabilgou remet à la sécurité des appareils de contrôle des cartes grises et des plaques d'immatriculation. Le matériel que j'ai donné, c'est un matériel de haut niveau, de haute performance, qui permet lorsque on va scanner, de pouvoir identifier
le propriétaire donc de la 4 grise, le propriétaire donc de l'engin à 2 roues, à 4 roues, et aussi de pouvoir savoir le concessionnaire, de pouvoir savoir aussi avec qui il a fait l'immatriculation. C'est un ensemble de données qui permet de pouvoir dire que nous avons l'information utile pour sécuriser donc le pays, mais aussi pour sécuriser celui qui est propriétaire de l'engin, mais aussi pour rendre crédible l'administration publique. Une chose est de posséder ces appareils, une autre est de pouvoir s'en servir. Les agents des structures de contrôle bénéficient, séance tenante, d'une formation dans ce sens. Vous savez que dans le cadre du terrorisme, il y a beaucoup de gens qui utilisent des véhicules parfois qui ne sont pas immatriculés conformément à la législation, qui prennent des chemins divers pour être immatriculés. Et donc, nous avons besoin des appareils qu'on nous a donnés aujourd'hui pour savoir quels sont les véhicules qui sont bien immatriculés, quels sont les véhicules qui ont des fausses immatriculations. Et ça nous permet de faire en sorte que nos procédures auprès du procureur aient de la crédibilité. À ce jour, ce sont 835 000 cartes grises et 287 000 permis de conduire qui ont été délivrés. Les détenteurs de faux documents doivent se conformer à la réglementation en vigueur, car très incessamment, les agents des structures de contrôle se muniront de ces outils sur le terrain. La vision gouvernementale en matière de communication pour la période 2021-2025, c'est ce que le ministère de la Communication a partagé ce mardi avec les agences des systèmes des Nations Unies au Burkina Faso. Il leur a été expliqué que la politique du gouvernement en matière de communication va dans le sens de l'ancrage de la démocratie. Le point des échanges avec Césaire Carfo et Ernest Kambiri. C'est une première rencontre voulue par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement pour prendre langue avec un partenaire du Burkina. Une rencontre de prise de contact avec les agents du système des Nations Unies au Burkina pour enclencher des convergences de vues sur deux visions, deux approches portées par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement sur la communication pour le développement et sur la relation avec le Parlement pour un ancrage de la démocratie d'ici à l'horizon 2025. La communication telle qu'envisagée actuellement, il ne s'agit pas de donner de l'information aux populations, mais il s'agit de faire de telle sorte que cette information-là soit quelque chose qui puisse apporter un plus à la vie des populations. Parce que vous n'ignorez pas qu'une population qui n'est pas informée, qui n'est pas sensibilisée, qui n'arrive pas à décoder les messages des autorités, ne peut pas participer pleinement au processus de développement. Donc il s'agit de faire de telle sorte que les populations ne soient pas de simples consommateurs d'informations, mais que ce soit des populations averties et conscientes, et des populations éveillées et à même de participer en toute connaissance de cause au processus de développement de leur pays. Et pour favoriser la participation citoyenne à la gouvernance et aux actions de développement, tout en consolidant les rapports entre le gouvernement et le Parlement, la communication reste vitale. Et le ministre Ousseini Tamboura voit les choses autrement et appelle ici les partenaires à plus d'implication, à plus de solidarité. Contexte actuel oblige, le système des Nations Unies au Burkina, déjà présent sur le terrain aux côtés des populations, dit être en phase avec cette nouvelle approche de communication, car il s'agit pour l'institution des Nations Unies de communiquer autrement pour réimaginer un monde meilleur. L'actualité au ministère de la Santé, c'est surtout la gestion de la pandémie du Covid-19 à travers le pays. Nous mettons le cap sur Koloko, une localité frontalière du Mali, pour parler du dispositif mis en place pour lutter contre la pandémie. Le ministre de la Santé y était dimanche dernier pour faire le constat avant de procéder à l'inauguration du centre médical de la localité. Le compte-rendu de Ali Traori. Après les cascades et le Houé, le ministre en charge de la Santé met le cap sur la cité des Vergers. Et dans cette province, Charlemagne Ouedraogo s'imprègne du dispositif mis en place ici à Koloko pour lutter contre le Covid-19. Nous sommes à la frontière et la vigilance doit être de mise. Outre ce poste frontalier, le ministre inaugure ici un centre médical au profit des populations de la localité. Nous sommes venus dans ce poste frontalier entre le Mali et le Burkina Faso, à Koloko, qui a une infrastructure sanitaire qui est achevée depuis 2016, mais qui n'avait pas encore été occupée par les agents de santé. Depuis le début de l'année, donc le personnel a commencé à occuper ces locaux
Et bientôt, le médecin va rejoindre et ça sera une équipe forte de 10 personnes pour offrir les soins aux populations de Koloko ici. Nous avons visité les infrastructures qui sont des infrastructures complètes avec même des logements pour le personnel et un laboratoire, un dispensaire, des médicaments. Et nous avons vu que cette infrastructure fonctionne déjà. Chose qui a réjoui le premier responsable du département de la santé. Séance tenante, il a promis du matériel à ce centre pour accroître l'offre sanitaire. La défécation à l'air libre, c'est un phénomène qui est toujours d'actualité au Burkina Faso. Mettre fin à cette situation est l'une des priorités du ministère de l'eau et de l'assainissement. Pour y arriver, le ministère a convié les acteurs chargés des questions d'assainissement à une réflexion sur une nouvelle orientation des actions avec l'implication des communautés à la base. Kwale Nebie et Boukari Ouedraogo. La défécation à l'air libre est toujours une réalité au Burkina Faso. Malgré les efforts des organismes et de l'État, la pratique à la peau dure et les chiffres sont parlants. Nous avions déclenché, je vous dirai ce que c'est, environ 2301 villages précisément. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes à 327 villages qui ont atteint la fin de la défécation à l'air libre. Du côté du ministère de l'eau et de l'assainissement, la défécation à l'air libre reste un défi et l'une des approches pour atteindre cet objectif est l'assainissement total piloté par les communautés. Après une première phase qui a consisté à subventionner les latrines et une seconde phase sans subvention directe des ouvrages, mais plutôt un accompagnement dans l'autoconstruction ou l'autofinancement, les résultats ne sont pas probants. Nous nous sommes rendus compte que l'approche qui a été mise en place depuis 2014 a connu certes des embellis, mais nous ne sommes pas satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus. Voilà pourquoi les acteurs en charge de ce programme veulent tirer leçon du manque d'engouement autour de ce programme afin de mieux se projeter dans l'avenir. Le parcours sera long certes car le message passe difficilement, mais dans tous les cas, les acteurs n'en démordent pas et comptent bien y arriver d'ici à l'horizon 2030. Nous évoquons à présent ce sujet qui intéresse les organisations de la société civile. Il s'agit du boom minier au Burkina Faso. De 2007 à 2019, le pays est passé d'une à 17 sociétés minières industrielles. Mais qu'en est-il de leur impact sur la vie des populations? Les OSC, dans leur rôle de veille citoyenne, disent avoir constaté une évolution positive malgré quelques insuffisances. Le sujet a été débattu hier à Ouagadougou au cours d'une rencontre initiée par l'ONG ORCAD. L'analyse du code minier de 2015 du Burkina Faso et l'évolution du secteur minier burkinabé de 2007 à 2019, deux points qui font objet de réflexion à cette rencontre. Une rencontre qui réunit des maires et des communautés des communes minières, des acteurs de la société civile et autres acteurs étatiques du secteur minier. Et pour tous ces acteurs, les extensions inattendues des périmètres exploités et la clause de stabilité fiscale restent les préoccupations majeures. Cette clause de stabilité voudrait que durant toute la vie de la mine, cela puisse être maintenu. Alors, si on vous met dans un carcan qui ne vous donne plus la possibilité de changer quoi que ce soit et que la mine doit durer 20 ans, vous savez, ça constitue une véritable perte pour nous. La question également des extensions. Et au fur et à mesure qu'on avance, tous les projets miniers aujourd'hui le font. Toutes ces questions sont source de perte d'argent pour l'État burkinabé de l'avis de Jonas Yen. Toutefois, on constate des changements positifs du secteur minier entre 2007 et 2019. Nous avons constaté qu'il y a une meilleure rationalisation des avantages fiscaux. Il y a également la prise en compte des questions importantes telles que la question du contenu local. Un autre point important également, c'est certains fonds qui accompagnent aussi la recherche. Pour une meilleure gouvernance du secteur minier, ces participants suggèrent la révision de la convention minière pour permettre le suivi de l'évolution des cours de l'or et la rentabilisation des revenus miniers. Les conclusions de cette rencontre serviront de guide pour tous les acteurs.
Dans l'actualité également, les acteurs financiers et comptables des collectivités territoriales prennent connaissance de la directive de l'UEMOA concernant leur domaine d'activité. La formation organisée à leur intention a débuté ce mardi à Zignaré dans le plateau central. Le régime financier de l'UEMOA sur les collectivités territoriales incite à la transparence et à l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Urbain Benito Sommeil et Caroline Ouari. D'ici au 1er janvier 2022, le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le processus de la gestion comptable et financière devrait être opérationnel. La formation est subdivisée en une quinzaine de sessions et porte sur 4 thématiques visant toute la maîtrise de la gestion comptable et financière. Par ce acte, le Burkina s'inscrit dans la mise en œuvre de l'une des directives de l'UEMOA en matière de transparence dans la gestion des finances publiques. Ce nouveau régime financier et comptable des collectivités territoriales prend en compte les normes et les bonnes pratiques internationales en matière de gestion des finances locales. Il s'inscrit dans un processus permettant une gestion rigoureuse, efficace et transparente des finances publiques ainsi qu'une comparabilité des données en vue de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires locales. C'est donc une réglementation des opérations financières et comptables des collectivités territoriales qui est en vue, une mesure attendue pour aider à faciliter la gestion. C'est une formation qui est la bienvenue parce qu'elle anticipe sur les changements à venir, notamment en 2022. Donc nous pensons qu'il est de bon temps de mettre tous les acteurs au même niveau d'information et cela va faciliter que le travail puisse se faire correctement sur le terrain. Parce que vous savez bien que l'exécution du budget n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, donc il va falloir qu'on harmonise nos compréhensions pour que au moins l'exécution, l'approbation des différents budgets là soit facilitée. Les sessions de formation seront assurées par des équipes des 2 ministères du tutelle des collectivités territoriales. 2000 acteurs financiers et comptables sont visés. Ici à Ouagadougou, le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes fait son bilan. Un atelier national de restitution des résultats de ce projet s'est tenu ce 30 mars en présence des différentes parties prenantes. En plus du bilan, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet EBAFEM s'engagent pour de nouvelles perspectives. Des précisions avec Paul David Bambara et Ahadi Sandamba. C'est un atelier national de restitution des résultats du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes EBAFEM. Acteurs, bénéficiaires, partenaires techniques et financiers apprécient ici la mise en œuvre du projet. De cet atelier, il ressort que de par son approche, le projet a en 5 années d'exécution permis de renforcer les capacités de plusieurs milliers d'acteurs du monde rural, de mettre en place 8 systèmes solaires d'adduction d'eau potable, de réhabiliter 1000 hectares de terres dégradées et d'aménager plus de 50 hectares de bas-fonds rizicoles dans les 3 régions couvertes. Toutes ces actions en vue de réduire la vulnérabilité des communautés locales face aux effets néfastes du changement climatique. Le niveau de vie des populations a évolué grâce à ce projet. Et j'ai félicité donc le coordinateur du projet, le PNUD, le FEM et le secrétariat permanent pour ces résultats. Et c'est un projet pratique. C'est-à-dire qu'on va dans le village et on fait en sorte qu'autour de l'écosystème, la population s'organise donc de façon résiliente contre les effets du changement climatique. Du côté des partenaires techniques et financiers, c'est également la satisfaction au regard des résultats atteints par le projet EBAFEM. Un projet innovateur qui a donné des résultats très importants au niveau du renforcement de la résilience des populations, mais également au niveau de l'accès des populations à des revenus qui leur ont permis de pouvoir améliorer un certain nombre de services dont ils ont besoin. Le projet Adaptation basé sur les écosystèmes EBAFEM a été lancé officiellement en août 2015 pour une durée d'exécution de 6 ans. Avec pour zone d'intervention le corridor forestier de la boucle du Moun et les zones humides du bassin de la Madroussi. Le projet EBAFEM couvre les régions administratives de la boucle du Moun, du centre-ouest et du Sahel.
Un mot de littérature pour terminer ce journal et je vous invite à découvrir 2 nouveaux ouvrages sur les industries culturelles et créatives au Burkina Faso. L'auteur de ces ouvrages est le docteur Jacob Yarabatioula, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Le rôle des industries culturelles et créatives dans le développement d'un pays comme le Burkina Faso est le principal aspect abordé dans ces 2 ouvrages. La cérémonie de dédicace avec Kwale Nepié et Fousseni Kindo. Un arrimage bien réussi, Dr Yarabatioula est parvenu à concilier la notion d'industrie culturelle et créative toujours en discussion dans certains laboratoires et la situer dans un contexte burkinabé. À travers ces 2 ouvrages, Industrie culturelle et créative au Burkina Faso, trajectoire et enjeux, et Industrie culturelle et créative au Burkina Faso, analyse des filières, le chercheur mais aussi le praticien nous livre ici une claire compréhension qui va au-delà des concepts habituellement admis. Et pour le préfacier de ces ouvrages, c'est simplement une œuvre originale. Il a fait vraiment une collecte de données, une collecte minutieuse de données dans toutes les filières des industries culturelles. Il a réussi à le faire avec vraiment brio, tout en étant à la fois un praticien, ce qui n'est pas facile, et en étant un chercheur. Donc il a concilié scientificité et réalisme. Dans ces 2 productions intellectuelles, donc, l'auteur nous démontre à souhait les trajectoires et les enjeux de développement des industries culturelles et créatives comme facteurs de création d'emplois et de richesses. Et dans le second ouvrage, il va plus loin en analysant les contenus capables de création de sens pour notre société actuelle. Si vous voyez un peu l'entrée donc des industries culturelles au Burkina Faso, c'est une entrée par la porte justement des organisations internationales comme l'OIF, comme l'UNESCO. Mais au moment où les financements passent par justement ces institutions, à quel moment justement nous avons fait une réflexion pour dire les industries culturelles pour nous, voici ce que c'est et voici la voie que nous voulons emprunter pour les développer. Si pour les spécialistes de la littérature, l'œuvre littéraire est le produit d'une énonciation, à ce titre, elle n'existe que si elle est lue. En produisant ces 2 ouvrages, Dr Yara, comme on l'appelle affectueusement, s'adresse à l'intelligence de chacun de nous. Et ces ouvrages sont donc à lire et à faire lire. Et c'est bien noté, Fousseni Kindo. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Retrouvez Amadou Masseto à la présentation de l'édition de 23h. Merci de votre fidélité à la RTB.